Bonjour à tous. On vous a déjà fait attendre un petit moment. Par conséquent, nous allons démarrer sans plus attendre. Une fois que Philippe aura trouvé sa place. Non, mais les radiateurs ne sont pas au fond, Philippe. On peut aller devant également. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici. Je vais tout de suite faire une remarque de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de la faire tout à l'heure. Effectivement, vous avez une tribune avec 3 hommes. La prochaine fois, le 23, il y aura 2 femmes et un homme à la tribune. On va essayer de rétablir un petit peu. Donc, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle qui porte le nom de Léon Bourgeois, père du solidarisme, et qui fut pendant de nombreuses années président d'honneur du musée social. Nous nous sommes rapprochés du CNAM, et en particulier de Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire Économie solidaire, et de Marcel Gégère, titulaire, lui, de la chaire Travail social et intervention sociale, pour monter ce séminaire qui nous réunit. Le CEDIAS Musée social a une longue histoire dans le domaine de l'économie sociale, et ces dernières années, la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire lui a demandé successivement d'ouvrir un portail de l'ESS, d'animer une réflexion sur l'histoire, les valeurs, le sens de l'économie sociale et de l'économie solidaire, ainsi que de numériser de nombreux documents se rapportant à l'ESS. C'est un petit peu l'origine de notre retour sur ce champ. Alors, le séminaire qui nous réunit aujourd'hui est un peu particulier. Depuis 15 ans, je pense à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, qui, la première, en tout cas dans le champ du travail social et de l'intervention sociale, a introduit les droits des usagers, leur information, leur expression et leur participation dans les textes législatifs et réglementaires. Et depuis lors, nous avons connu une sorte de révolution douce et silencieuse, confirmée par les grandes lois sur la protection de l'enfance, sur les personnes en situation de handicap, sur l'adaptation de la société au vieillissement, ou encore sur la modernisation de notre système de santé. Et la conséquence pour le travail social a été la nécessité d'intégrer, comme l'a écrit Marcel Gégère, une pratique du lâcher-prise à l'opposé de la notion de prise en charge, sans que pour autant cela signifie l'adoption d'une position de repli. Bien au contraire, cette position, cette approche implique un changement de posture pour les professionnels du travail social et de l'intervention sociale, parce qu'elle suppose d'entretenir de nouveaux modes de relation avec les personnes, de promouvoir des pratiques professionnelles innovantes et de faire appel aux ressources et aux compétences de tous les acteurs. Or, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire se caractérise notamment par une ouverture au travail social, puisqu'elle précise dans l'un de ses articles que peuvent prétendre à l'agrément d'entreprises solidaires d'utilité sociale, entre autres les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion, les organismes d'inscription sociale relevant de l'article 121-2 du CAS, etc. Ainsi, bien évidemment, que les établissements et services d'aide par le travail. Alors, ce rapprochement s'est fait déjà depuis un certain temps par des personnes, par des rencontres, par des ouvertures. Je ne sais pas si tous les gens qui travaillent dans le domaine du travail social ici savent par exemple que François Soulage, à qui a été confiée la mission du suivi et d'évaluation du plan d'action en faveur du travail social et du développement social qui est né des États généraux du travail social, non seulement a été conseiller technique de Michel Rocard, mais surtout a été l'un des premiers délégués interministériels à l'économie sociale. C'est le pont en sa personne, finalement, de ce que nous essayons de travailler sur ce séminaire. Alors revenons justement à ce séminaire. Nous avons voulu innover
en ce sens que les deux premières rencontres, c'est-à-dire aujourd'hui et le 23 mars, forment finalement les deux faces d'une même séance, l'une complétant l'autre. Ensuite, nous avons attendu un petit peu de savoir qui s'inscrivait au séminaire, autrement dit qui vous étiez, et nous avons pensé que vous ne manquerez pas, autour de cette réunion et autour de celle du 23 mars, d'exprimer un certain nombre de demandes et de souhaits qui risquent de modifier le projet initial que nous avons et l'ordre de séance que nous avons prévu et qui succéderont au 23 mars. Donc, je ne vous en dirai pas plus là aujourd'hui, en ce sens que, tenant compte de ce qui sera passé autour de ces deux séances et de ce que vous aurez dit, on organisera un petit peu différemment probablement ce que nous avons prévu. Revenons sur le premier temps de ce séminaire, c'est-à-dire ce soir. Michel Dreyfus est directeur de recherche émérite au CNRS, par ailleurs administrateur du CEDIAS Musée Social. Il enseigne au Centre d'histoire sociale du XXe siècle à Paris. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le mouvement social, sur le syndicalisme, la mutualité. Et sa participation, par exemple, au dictionnaire de Métron est bien connue. Je citerai essentiellement parmi tous ces ouvrages le dernier qui vient de sortir, il y a quelques jours, Histoire de l'économie sociale, merci, de la Grande Guerre à nos jours. Si je peux me permettre juste une réflexion, Michel, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce champ, c'est un document indispensable, parce que tu as réussi de façon simple, pour des non-initiés, à nous faire parcourir finalement pratiquement 100 ans de ce champ, alors que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tu nous introduiras tout à l'heure dans cette histoire complexe, dont les racines sont à chercher d'abord dans le contexte français post-révolution, et puis dans un héritage, pour simplifier, que je dirais d'une part maçonnique, et ça nous intéresse, puisque Léopold de Mabillot, qui fut le directeur de cette maison, était franc-maçon, et je dirais de Léopold Mabillot jusqu'à Michel Baron, pour trouver un élément. Deuxième élément, un héritage chrétien dans l'ordre, effectivement, de la doctrine sociale de l'Église. Là aussi, facilitons les choses, de Leclès à Charles Gide, en passant surtout, me semble-t-il, par le père Lebray, économie et humanisme, pour arriver bien évidemment à Henri Desroches, là où je voulais arriver. Et puis, un héritage socialiste. Alors là aussi, je vais faire le grand écart, je dirais, de Louis Blanc à Jaurès et de Jaurès à Michel Rocard, qui, de son vivant, lors d'une des dernières conférences à laquelle il a assisté ici, m'a rappelé que toute une partie du dispositif du RMI, la loi du RMI du 1er décembre 1988, avait été discutée, débattue et travaillée ici même. Le mot économie solidaire, quant à lui, apparaît à la fin des années 1980, formulé et théorisé tout particulièrement par Jean-Louis Laville, dans un rapport que je n'avais pas lu à l'époque, dans lequel je me suis replongé pour cette conférence. Par contre, j'avais lu votre travail sur les CUP, et je m'en étais servi. Et Jean-Louis Laville nous montrera tout à l'heure que ça n'a pas été un long fleuve tranquille positionner l'économie solidaire. Jean-Louis est professeur au CNAM, titulaire de la chaire économie solidaire. Là aussi, il y aurait beaucoup d'ouvrages à citer, parce que vous écrivez beaucoup, mais je citerai tout particulièrement celui qui nous intéressera aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, pratique, théorie et débat, qui là aussi est, à mon avis, une très très bonne introduction au travail que nous voulons faire. L'invention de l'économie solidaire va en effet nécessiter sa théorisation, qui n'est jamais simple, encore moins lorsqu'il s'agit d'une manière d'entreprendre et de faire plus que d'un statut ou d'un secteur d'activité. Et elle comprend des hommes et des femmes remarquables, mais qui, s'ils sont d'accord sur l'essentiel, c'était déjà le cas en ce qui concernait l'économie sociale, s'opposent souvent sur un certain nombre de questions
et l'élargissement. Alors nous posons ce soir les fondements de cette histoire. Le 23 mars, Marcel Gégère et Patricia Toucas, qui est également dans la salle, se demanderont si le travail et l'intervention sociale, champ qui lui-même est déjà très complexe et très cloisonné, converge réellement avec l'économie sociale et solidaire, et si la problématique que nous avons recherchée peut effectivement fonctionner. C'est d'ailleurs, je me permets de le rappeler, ce qu'avait suggéré, un peu de façon prématurée peut-être, Benoît Hamon, qui a présenté ici même le texte qui allait devenir la loi du 31 juillet 2014. Alors nous allons essayer de voir si effectivement c'était une bonne idée de lier les deux. Je te remercie. Vous m'entendez là? C'est bon. J'ai retracé, on va y arriver, j'ai retracé l'histoire de l'économie sociale et de l'économie sociale et solidaire. Alors bon, j'entrerai peut-être à la fin de mon exposé dans la distinction qui peut être établie, parce qu'il y a énormément de débats là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas là-dessus qui a été essentiel. Donc j'ai fait cet ouvrage pour une raison très simple, il n'en existait pas. Il n'en existait pas. Et autant l'histoire des mouvements d'économie sociale a été faite au XIXe siècle par un collègue qui s'appelle André Guélin, dans un ouvrage remarquable avec une sorte de Bible, mais qui va jusqu'en 1914. Il n'y avait rien de 1914 à nos jours, et bon, sinon un certain nombre de travaux, mais absolument aucun travail d'ensemble. Donc j'ai pensé qu'il était nécessaire de le faire. Et pourquoi ? D'abord parce que l'économie sociale, bon, je parle d'économie sociale pour simplifier, pour gagner du temps, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui est une histoire complexe, méconnue, et j'attire d'abord votre attention tout de suite sur le fait qu'on se trouve dans un paradoxe, parce que c'est quoi l'économie sociale? C'est essentiellement la conjonction de trois mouvements sociaux qui sont les associations, les coopératives et les mutuelles. Je laisse de côté les fondations depuis 1987, et aussi je n'en parlerai pas parce qu'on ne peut pas parler de tout. Donc on a affaire à trois mouvements qui sont extrêmement importants, qui sont d'ailleurs les plus anciens des mouvements sociaux français, bien antérieurs au syndicalisme, bien plus puissants que le mouvement syndical. J'ai dit toujours qu'en 1914, il y a en France 10 fois plus de mutualistes que de syndicalistes, et à peu près autant de coopérateurs. Et pourtant, on s'intéresse beaucoup plus aux syndicalistes, alors que ces mouvements sont relégués à l'arrière-plan. Et il y a quelque chose de paradoxal, c'est une histoire donc extrêmement méconnue. Et bon, il me semble nécessaire de la faire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour essayer de comprendre ce qu'est l'économie sociale aujourd'hui, ou l'économie sociale et solidaire, et on l'a vu avec les débats auxquels a donné lieu l'élaboration de la loi, on a affaire à quelque chose d'extrêmement complexe. Or, il me semble qu'il est nécessaire de comprendre un peu le passé de tout ça pour comprendre quel en est le présent d'aujourd'hui, savoir d'où on vient, pour savoir qui on est et peut-être où on va. Alors, je reprendrai rapidement le fait, ce que tu as évoqué, Marc, dans le fait qu'on a un mouvement extrêmement complexe, un mouvement aux influences idéologiques diverses. Rien que le nom, la formulation économie sociale, je la trouve employée pour la première fois par Chateaubriand en 1801. Je ne crois pas qu'il ait été utilisé avant. Et en gros, c'est un mouvement qui s'organise autour de 4 familles, et une, comme le dit trop souvent encore la mémoire mythifiée de l'économie sociale, on vient du socialisme utopique. C'est pas faux, mais c'est extrêmement réducteur. Il y a Fourier, Proudhon, bien d'autres, certes, mais il y a bien d'autres influences. Donc il y a celle-là, il y a
l'influence leptésienne, et je crois que c'est important de le rappeler ici dans cette maison, qui est tellement marquée par justement l'influence leptésienne, qui se situait au XIXe siècle aux antipodes de ce qu'on pouvait appeler le socialisme, qui a été considéré pendant un temps comme une idéologie réactionnaire, je n'en rentrerai pas dans le détail ici, qu'on redécouvre actuellement comme exemplaire de la sociologie, mais enfin qui est extrêmement important. Et puis il y a deux autres influences du libéralisme, un certain, je pense par exemple à un inspirateur d'un économiste libéral qui parle d'économie sociale, et une influence aussi très importante, là aussi qu'on retrouve plus ou moins dans l'histoire de cette maison, qui est le radicalisme ou le solidarisme de Léon Bourgeois en 1896, qui est tout à fait, comme on dirait, synonyme de ce qu'on peut appeler la belle époque de la Troisième République, le Parti radical, et qui aura une grande importance, forte jusqu'à la Grande Guerre, moindre jusqu'à la Seconde, mais enfin quand même encore très important. Donc un courant extrêmement, comment dirais-je, un ensemble d'influences extrêmement mélangées, et pas une seule, mais diverses. Ça, c'est le premier point. Alors, comme on ne peut pas parler de tout, je vais essayer de faire un balayage extrêmement rapide sur toute cette période, toujours en me rappelant que l'économie sociale repose sur trois fondements qui sont les associations, les coopératives et la mutualité. Mais comme on ne peut pas parler de tout, je parlerai surtout des associations, et quand même en disant un petit mot sur les rapports avec les autres mouvements, parce que c'est pas indifférent, comment dirais-je, à cette histoire. Alors, la première chose, évidemment, quand on pense aux associations, on pense à la loi de 1901 sur les associations, et on se heurte à des difficultés parce qu'on a beaucoup de mal à définir le champ associatif à la fin du XIXe siècle. Il y a en gros quelques 45 000 associations, mais enfin la moitié sont des sociétés mutualistes, des syndicats, etc. Donc on peut dire une vingtaine de milliers, peut-être un peu plus d'associations. Dans les associations, il faut distinguer des associations politiques qui donnent naissance généralement à des partis politiques. C'était le cas du Parti radical, de l'Alliance républicaine. D'autres partis, elles ne nous intéressent pas directement. Il y a aussi des associations pré-syndicales qui jouent là, en quelque sorte le rôle d'un syndicat avant la lettre, et bon, qui sont intéressantes aussi, mais qui n'entrent pas directement dans notre activité. Et puis, il y a la nébuleuse des associations qui s'occupent du social, je suis extrêmement vague, alors là, qui est considérable, je vais prendre un exemple, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui est une des plus importantes, il y en a bien d'autres, et ces associations, elles sont quand même très largement catholiques. Et ceci a une importance pour la suite des histoires. Ces associations sont éminemment catholiques, et on assiste, et là encore, c'est pas différent de rappeler ici, on assiste à un début de coordination à travers un organisme qui s'appelle l'OCOB, l'Office central des offres et des bienfaisances, qui fusionnera ultérieurement, qui est créé au même moment que le CEGAS, que le musée social, dans les années 1890, à la fin du siècle, et qui fusionnera en 1963 pour donner naissance au musée social d'aujourd'hui. Bon. Et cet OCOB ne veut pas empiéter sur ces lignes bras d'œuvre, mais essaye de coordonner, rationaliser leur action, mais on a encore tout un peu de. Donc, associations qui sont implantées essentiellement dans un milieu catholique. Alors, il y a quelques associations anglaises, mais elles sont encore très faibles. Et j'insiste sur ce point parce que ceci a vraiment une importance dans l'histoire des associations. Les choses vont changer ensuite, mais durant cette époque jusqu'à la Grande Guerre, ces associations qui s'investissent dans le social sont très largement confessionnelles et catholiques. Et elles sont en quelque sorte renversées par la Grande Guerre, parce que la Grande Guerre, c'est quoi? La Grande Guerre, c'est l'union sacrée contre les Boches, excusez-moi cette expression. C'est la mise en sourdine des querelles qu'il y avait eu avec l'Église, en particulier symbolisée par la loi de 1905. C'est sur un autre plan, je ne peux pas vous expliquer en donner raison en détail, mais le mouvement mutualiste était extrêmement dynamique, extrêmement fort, et un peu en retrait pendant cette époque, en retrait, et au contraire, l'État fait appel aux associations catholiques, et même force de les coordonner un peu davantage à travers un ordre qui s'appelle le Secours national,
et que l'on trouvera d'ailleurs durant la Seconde Guerre. Donc on voit ce rôle extrêmement important des associations jusqu'à la fin de la guerre. Ça, c'est bien clair. Entre les guerres, on a, je dirais, cinq éléments qui nous intéressent. Premièrement, vous savez qu'il existait des bureaux de bienfaisance depuis le milieu après du XIXe siècle. On voit une certaine réduction de la recherche. On voit surtout, et ça c'est fondamental pour la suite de l'histoire, on voit que l'État s'investit plus largement qu'auparavant dans le social. Et ça c'est absolument fondamental parce que, pour aller vite, disons que jusqu'au XIXe siècle, l'État s'est extrêmement peu investi dans le social, a élaboré très peu de législation du travail, et quand il a voulu commencer à mettre en place un système de retraite qui était loin de couvrir toute la population, mais enfin qui élargissait, il y a eu une opposition à peu près de toute la société. Et la Grande Guerre montre une chose, c'est que l'État doit intervenir dans l'économie, doit intervenir dans le social, parce qu'il faut établir des pensions pour les mutilés, pour les blessés, les orphelins, et j'en passe, et que ce problème de l'État était tellement rejeté avant 1914, à la fin de la Grande Guerre, et ça c'est un changement fondamental pour comprendre l'histoire de notre pays, on voit que ce rôle de l'État est beaucoup mis à nu, et toujours, je vais extrêmement vite, cette généralisation, cet accroissement du rôle de l'État va se marquer en 1930 avec la loi sur les assurances sociales qui assure sur le plan de la retraite et de la maladie un nombre croissant de personnes. Je dirais qu'avant les retraites générales, il y avait un certain nombre de régimes particuliers, il y avait un système de régime général qu'on avait essayé de mettre en place en 1910 qui avait très mal fonctionné, qui avait concerné peut-être 2 millions de personnes, 2,5 millions. Avec les assurances sociales, on change de dimension, puisque désormais, sur le plan de la retraite et de la maladie, on passe à environ 8 à 10 millions de personnes en 1930, que ce nombre ne va cesser d'augmenter, et que elles seront 15 millions à Libération. Donc, à partir de là, évidemment, il y a un grand changement dans le social. Troisième point, on assiste à un début de professionnalisation du travail social. Il a pointé en quelque sorte le bout du nez un peu avant la guerre, parce qu'il était initiatives privées, essentiellement catholiques, là encore, et on le voit se développer dans les années 20 et les années 30, au sein de 3 associations, je vous passe les noms, je vais écrire tout ça dans mon livre, et encore une fois, la prégnance, la forte imprégnation du catholicisme est toujours là, dans la mesure où ces 3 organisations sont catholiques, elles ont des accords entre eux, mais enfin quand même, elles sont extrêmement marquées par ça. Bon, ça c'est un problème. Quatrième point, proche de ces associations, on voit une certaine ouverture qui se traduit dans le catholicisme social à partir de l'apparition d'un certain nombre d'organisations nouvelles, telles que la jeunesse ouvrière chrétienne et plein d'autres. Je ne prends que cet exemple le plus connu, mais donc on voit un certain renouveau. Cinquième point enfin, on voit au sein du monde des associations un début de laïcisation, et là c'est quelque chose de nouveau, parce que comme je vous l'ai dit, c'était un milieu essentiellement confessionnel, catholique, avant 1914. Les choses changent à partir des années 20, je prendrai comme date 1926, où la Ligue de l'enseignement qui a été fondée en 1986 se transforme en Confédération générale des œuvres laïques, et que cette confédération va, cet essor vers plus de laïcité va, comment dirais-je, connaître un développement important sous le front populaire. Donc on voit que on voit tous les changements qui sont. Je passe rapidement sur la période de la guerre, parce que, là encore, on ne peut pas, je ne peux pas tout dire. Je voudrais aborder 2 périodes. Premièrement, une période qui va de la libération au milieu des années 70, durant laquelle,
vous savez qu'on parle beaucoup des grandes réformes de la libération, du socle social qui s'est construit, etc., etc. Bon. Et je dirais que les associations font partie de la zone cachée ou la zone oubliée de toute cette période. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Je prends un exemple. La sécurité sociale dont on parle beaucoup actuellement, vous le savez, est fondée à la libération. C'est un grand changement. Je ne développe pas les bienfaits de la sécurité sociale. Il n'empêche qu'un grand nombre d'associations y ont vu, qui existaient auparavant, ont voulu, et se sont organisées au sein d'un organisme qui s'appelle l'UNIOPS, ont voulu continuer leur action, c'est-à-dire défendre les initiatives privées en face de ce nouveau rôle plus important de l'État. Nouveau rôle plus important de l'État. Et on voit effectivement se créer l'UNIOPS en réaction à la sécurité sociale en 1947. Et pour ne prendre qu'un chiffre, pour ne pas vous accabler, dans le milieu des années 50, l'UNIOPS, c'est quoi? C'est 12 000 associations, c'est plus de 3 millions de personnes, donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et à rebours peut-être d'une histoire, pas seulement d'histoire, d'une mémoire collective qui parle toujours des grandes réformes de la libération qui sont effectivement très importantes, il faut aussi parler de ce travail d'organisation des associations qui se met en place. Et je pourrais parler des autres réformes de libération, les nationalisations, les comités d'entreprise et les statuts des fonctionnaires. Ça, on parle toujours de ces réformes, mais on ne parle jamais du fait que les mouvements d'économie sociale, la mutualité et la coopération, elles, pendant cette époque, ne profitent pas. Elles ne profitent pas. Elles ne sont pas, elles ne sont pas du tout à la pointe des réformes. Elles ont eu, pour la plupart, une position plus ou moins, généralement plus que moins, mais enfin bon, c'est encore très mal connu, je n'ai pas tout vu dans mon livre, une position de défense de Vichy, du maréchal Pétain, donc elle s'en extrait peu à peu, mais en tout cas, la libération, elle ne profite pas, et ce qui me semble important, c'est que voir que dans cette histoire, les mouvements qui aujourd'hui sont porteurs de l'économie sociale font profit bas à la libération. Je ne porte aucun jugement quand je dis ça, mais je rapporte un certain nombre de faits parce que c'est tout à fait essentiel. Deuxièmement, il se produit, alors plus tard, vers la fin des années 60, quelque chose, un autre mouvement important, c'est l'explosion du mouvement associatif. Et là, on touche quelque chose qui nous amène à réfléchir sur l'équilibre entre les trois composantes de l'économie sociale. Je vais revenir mutualité, coopération, association. Pour faire vite, là encore, on pouvait dire que dans ce mouvement, je reviendrai un peu sur les questions d'équilibre, dans ce mouvement, les associations étaient en dernière place. Eh bien, à partir des années, la fin des années 60, début des années 70, on voit les associations regagner tour à tour, prendre de plus d'importance. Elles sont 550 000 en 1970, elles sont en 1975, elles sont encore beaucoup plus après. Donc on voit qu'au sein des trois mouvements, il se produit un équilibrage. Et là aussi, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et beaucoup de ces associations s'investissent dans le social ou le médico-social. Là encore, je n'ai pas le temps de détailler, mais enfin bon, c'est donc, tout à fait important. Dernier point aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a peut-être trois éléments qu'il faut, mettre particulièrement en valeur. Le premier, c'est que on assiste d'abord, et ça c'est vraiment indispensable pour comprendre ce qu'est l'économie socialisée, on assiste à un rapprochement entre les trois mouvements historiques, la mutualité, la coopération et les associations. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, jusque du XIXe siècle, mettons, 1914, à 1970, chacun a vécu sa vie. Bon, vous aviez d'un côté la coopération, ou plutôt les branches de la coopération, parce qu'il y a une coopération de consommation, de production maritime, d'habitat, etc., coopération agricole, bon, chacun vivait avant. Vous avez la mutualité et vous avez les associations, qui d'ailleurs ont mis beaucoup plus de temps à se structurer que les mutualités et les coopérations. La mutualité, les mouvements mutualistes et coopératifs se sont structurés dès la fin, pour l'essentiel, du XIXe siècle, pour des raisons historiques, là encore, que je ne peux pas détailler ici,
il faut attendre près d'un siècle pour que le mouvement associatif commence à se donner une structure nationale. Et là aussi, je pense que ça explique un certain nombre de choses. Quoi qu'il en soit, là encore, pour un certain nombre de raisons, on assiste à partir des années 70 à des prises de contact, à un début de travail en commun entre mouvements coopératifs, mutualistes et associatifs. Et là, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau, et j'insiste sur le point parce qu'il est, comment dirais-je, il est vraiment important. Deuxièmement, on assiste, la question de l'État que j'ai évoquée tout à l'heure, là il faut en dire un mot aussi, dans la mesure où l'État a été extrêmement important, en particulier dans l'économique et le social, de la libération à la fin des années 70, on peut se demander, et bon, ça vient un peu après l'arrivée de la gauche au pouvoir, je dis toujours 1986 parce qu'il faut bien mettre une date, on peut se demander s'il n'y a pas un certain recul de l'État, l'idée de planification, l'idée de planification a complètement perdu son sens et était importante sous la au début de la 5e République, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, si l'État prend moins en charge un certain nombre de choses, et en particulier le social, il y a peut-être d'autres acteurs qui doivent davantage le prendre comme un dirigeur. Troisième point, on continue plutôt à assister à ce mouvement d'explosion des associations auxquelles j'ai fait allusion, et qui fait que pour aller extrêmement vite, parti en queue de peloton, on peut se demander, évidemment c'est un peu difficile à mesurer, mais on peut se demander si dans le poids des économies sociales, elles ne sont pas les plus importantes. Bon, on peut se demander par rapport à la mutualité, parce que la mutualité a des très gros bataillons, la mutualité c'est 38 millions de mutualistes en France, donc ça pèse, mais enfin en tout cas, je veux dire, les associations pèsent maintenant un poids plus important que le mouvement coopératif, toute organisation confondue. Et là aussi, ça évidemment, ce paysage a évidemment des conséquences, ce nouveau paysage a évidemment des conséquences fondamentales. Alors, comme Mario Montalembert l'a demandé très bref et respectueux, je vais finir par quatre remarques. La première, en m'excusant évidemment d'avoir été trop vite dans cette présentation, mais c'est de répéter. La première, c'est qu'on a affaire à des mouvements qui tous, avec un bel ensemble, disent on ne fait pas de politique. Certes, n'empêche, et ça je m'en suis rendu compte dans mon ouvrage, la politique est tout le temps présente. Et je pourrais prendre d'innombrables exemples dans lesquels on voit mutualité, coopérateur et mouvement associatif se mêler de politique, participer à la politique. Allez, je n'en dirai qu'un pour étayer mon propos. Dans le mouvement associatif, et ça joue dans le développement qu'il connaît des années 70, on le voit extrêmement proche de la deuxième gauche. La deuxième gauche a commencé par M. Ferry, qui était proche de la deuxième gauche, qui a dirigé l'UNIOP, c'était tout à fait important. Donc la question du politique ne cesse de se poser dans toute cette histoire, et à mon avis, elle continue de se poser. Deuxièmement, la question du débat entre, pour aller vite, laïque et religieux. Bon, je ne sais pas si les termes sont bons, mais enfin vous me comprendrez. La question du débat entre laïque et religieux n'a cessé de se poser de la fin du XIXe siècle aux années 60. Elle est fondamentale pour comprendre cette histoire, en particulier pour les associations, mais en particulier aussi pour les autres mouvements. Elle est fondamentale aussi pour comprendre l'histoire des banques liées au monde de l'économie sociale, mais je n'ai pas le temps à parler ici. On voit qu'il y a une sorte, de trêve, de pacification qui s'opère à partir des années 60-70. À partir des années 60-70, où le conflit perd de son intensité, et on voit des catholiques et des francs-maçons travailler ensemble, sans aucun état d'âme, ce qui aurait été impensable avant. Je me demande si aujourd'hui, compte tenu de la situation à laquelle nous sommes, cette question de laïcité ou non n'est pas en train de revenir en France.
C'est une question que je pose, mais elle me paraît essentielle. Troisième point, la question de l'État. La question de l'État, alors bon, là encore pour aller vite, et je résume, disons qu'avant 1914, il n'existe pas très faiblement l'intervention de l'État. Elle ne cesse d'augmenter à partir de la Seconde Guerre jusqu'aux années 80. Je me demande si actuellement il n'y a pas un certain recul de l'État dans l'investissement économique et social. Évidemment, tout ceci a une importance absolument fondamentale pour ce qui est de notre recul. Quatrième point, enfin, et je termine véritablement dessus, la question de l'équilibre au sein des composants de l'économie sociale. Bon, parce que j'ai parlé du mouvement préparatif du PSI à la société. Effectivement, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse d'être différente. Pour aller vite, les associations, c'est vraiment comment dirais-je, la composante la plus faible à la fin du XIXe siècle. On peut se demander si aujourd'hui elle ne joue pas un rôle beaucoup plus important, en tout cas, à mon avis, bien plus que la coopération. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'économie sociale a une très longue histoire, une histoire complexe. Je pense qu'elle est encore marquée par cette histoire. Je pense que les comportements des acteurs sont forcément marqués par cette histoire, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que ce n'est pas inutile d'essayer de la comprendre. Merci. Oui, d'accord. C'est bon là? Ouais, merci. Donc Michel Dreyfus vient de brosser un tableau qui ne peut être que synthétique des rapports entre économie sociale et travail social. Donc évidemment, moi je vais essayer de compléter ce que vient d'être dit du côté un peu de l'économie solidaire pour que peut-être on arrive à une discussion sur les rapports entre travail social d'une part, économie sociale et solidaire d'autre part. Pour ça, je vais m'appuyer sur un travail que l'on a fait avec la revue Le Sociographe, avec laquelle on avait fait un numéro à la demande de Laurent Courtois qui le coordonnait sur travail social et économie sociale et solidaire. Et à partir de ça, il y a eu des discussions qui se sont faites dans le colloque qui a suivi un certain nombre de groupes de travail qui, pour moi, ont mis en évidence les clichés que le travail social peut avoir sur l'économie sociale et solidaire. Et je voudrais commencer par essayer de dégonfler ces quelques baudruches qu'il peut y avoir sur l'économie sociale et solidaire. Parce que ça me paraît très important pour la suite de notre dialogue, et on n'a pas prétention, comme l'a rappelé Marc de Montalembert, à faire autre chose que de mettre quelques pierres d'angle pour un dialogue qui ne fait que s'entamer aujourd'hui et que l'on vise à poursuivre au fil des séances. La première chose, c'est que du côté du travail social, ça m'a paru très bizarre, l'économie sociale et solidaire apparaît comme un secteur déjà très institutionnel, hein, comme si finalement il y avait déjà une reconnaissance qui était établie et qu'on s'adressait à un monde qui soit déjà d'une certaine façon, et du point de vue du travail social, un monde un peu fermé sur lui-même. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que malgré notre fameuse loi de 2014 dont nous nous réclamons sans cesse, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire dans l'économie d'aujourd'hui reste extrêmement ténue. Cet après-midi, on faisait un rapport entre les financements qui sont consacrés aujourd'hui à l'innovation technologique et les financements qui sont consacrés à l'innovation sociale dans l'économie sociale et solidaire. Le rapport est à peu près de 1 à 1000. Ça veut dire que quand 1 euro est dépensé dans l'économie sociale et solidaire, 1000 euros sont dépensés dans l'innovation technologique. Ça nous dit à peu près où nous en sommes dans la reconnaissance. Je crois qu'il ne faut pas que nous nous gargarisions d'une
prétendue reconnaissance récente, parce que l'ensemble qu'est l'économie sociale et solidaire, pour tenter qu'il soit cohérent, est un ensemble qui reste extrêmement peu pris en compte dans les politiques publiques au regard des enjeux qu'il constitue. Et ça amène aussi peut-être à faire un dialogue sur le travail social, avec le travail social, sur l'économie sociale et solidaire, un dialogue qui soit moins prisonnier de fantasmes sur le poids que serait aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Deuxième point sur les idées qui sont véhiculées sur, cette fois-ci, plus l'économie solidaire. Je pense qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'ont dit un certain nombre d'observateurs, peut-être un peu pressés, il n'y a pas d'un côté des organisations d'économie sociale et de l'autre côté d'autres organisations qui seraient différentes et qui seraient d'économie solidaire. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est qu'il s'agit, à travers l'économie sociale et l'économie solidaire, de problématiser un champ de façon différente, peut-être complémentaire, mais de façon différente. Et c'est cette problématisation, je pense, qui importe et qui pose question. Ce n'est pas du tout de compter quelques petites organisations qui, en tant qu'économie solidaire, pourraient se rajouter au relatif gros bataillon de l'économie sociale qu'on vient d'entreapercevoir. Ce qui veut dire également que l'économie solidaire n'est pas née dans les années 70-80 en lutte contre le chômage et l'exclusion et à travers des initiatives d'insertion. Je crois que cette histoire est absolument tronquée et je vais essayer d'en dire quelques mots en m'appuyant sur deux détours. Effectivement, le détour historique, et là je vais peut-être être en écho à beaucoup de choses qui ont été dites par Michel Dreyfus, et puis un écho international aussi, parce que je pense que ce détour international nous aide à comprendre pourquoi, d'une certaine façon, le dialogue social entre le travail social et l'économie sociale et solidaire est plus difficile en France que dans d'autres pays. Je crois qu'il y a des raisons aussi spécifiquement nationales. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'histoire dominante qui est donnée du XIXe siècle est une histoire qui a été construite, comme le dit l'historien Hobsbawm, lors du second XIXe siècle et qui a consisté, pour l'essentiel, à invalider ce qui s'était passé dans la première partie du XIXe siècle. Et en particulier, à invalider le phénomène qui est celui de l'associationnisme solidaire. Il a été invalidé à la fois par un certain nombre de libéraux. Je rappelle les propos de l'un d'eux, Coquelin, en 1850, qui disait « La véritable association de notre temps, c'est la société de capitaux ». Donc, il fallait passer aux choses sérieuses, il fallait passer à la révolution industrielle, et donc l'association s'était dépassée. Je rappellerai le livre d'Engels, « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». C'est là qu'on voit le renvoi qui, à mon avis, pose vraiment un problème majeur du point de vue historique, le renvoi de l'associationnisme solidaire au socialisme utopique. Et donc, un phénomène gentillet, naïf et immature. Et je pense que cette assimilation est vraiment un plaquage d'une interprétation qui ensuite va dominer pendant tout le XXe siècle, mais un plaquage sur des pratiques associationnistes qui ne peuvent pas être réduites à l'utopisme. Et même dans les histoires de l'économie sociale, d'une certaine façon, on parle de la gangue associationniste dont serait sortie l'économie sociale au moment de la reconnaissance des trois statuts qui font mouvement. Et je crois que c'est cette scénarisation qui pose vraiment question parce que ça nous empêche de renouer avec la mémoire de là d'où nous venons. Et là, je suis complètement d'accord avec ce que disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est d'une rétrospective que nous pouvons fonder une prospective. Et donc, je crois qu'il est important de redécouvrir, derrière les images plaquées par le second XIXe siècle, la réalité de l'associationnisme solidaire du premier XIXe siècle. Et de comprendre que c'est dans la dynamique démocratique qu'est né l'associationnisme solidaire, dont la période de foisonnement a été en France en particulier entre 1830 et 1848, à travers l'idée que
il ne suffisait pas qu'il y ait des principes politiques de liberté, d'égalité, fraternité, il fallait que ces principes puissent arriver à s'installer dans la vie quotidienne. Et les associations ne se sont pas appelées pour rien des associations fraternitaires, parce qu'il s'agissait de concrétiser ce principe politique un peu vague de la fraternité. C'est également comme ça qu'est né en 1840 le terme de solidarité démocratique que Leroux oppose à la charité, puisqu'il dit en démocratie il ne peut plus y avoir de charité, il y a un nouveau rapport social entre des citoyens libres et égaux qui s'expriment par leur action libre et volontaire, c'est la solidarité, et cette solidarité elle est conçue comme étant une solidarité qui doit permettre de rendre la société moins inégalitaire et donc de pratiquer des actions collectives fondées sur l'auto-organisation de la société qui vont amener à ce que justement un certain nombre d'inégalités puissent être pratiquement combattues. Et on est bien loin de cette sorte de rêverie fouriériste et proudhonienne qu'on nous présente comme étant trop souvent la préhistoire dont nous viendrions. Et donc je crois qu'il faut vraiment reprendre cet associationnisme solidaire parce qu'il réunissait ce qui a été ensuite séparé, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dans cet associationnisme solidaire, ce qu'il faut comprendre, et on le voit à travers un certain nombre d'écrits français qui ont été mentionnés tout à l'heure, mais aussi d'écrits d'historiens comme Sewell ou autres sur Gens de métier et Révolution, c'est que les ouvriers concernés, par exemple dans Paris, si on reprend ce cas, défilaient sous le drapeau de leur métier et sous le drapeau de la République pour aller au Palais du Luxembourg demander des changements dans la loi, et en même temps ils organisaient des sociétés de secours mutuels et en même temps ils organisaient des associations de production. C'est-à-dire que ce mouvement était considéré comme faisant partie d'un même ensemble qui visait à transformer les conditions de la société qui étaient trop inégalitaires. Et je crois qu'à aucun moment on ne peut renvoyer ça à l'utopisme pour deux raisons au moins. Premièrement, parce que l'utopisme, c'est toujours alimenté de mécènes pour essayer de créer un monde parfait. Et on a vu ce que ça a donné dans certaines communautés comme les Icaries ou d'autres. Ce n'est pas du tout le propos de l'associationnisme qui, dès le départ, essaie de provoquer un changement démocratique à travers l'articulation entre des expériences sociales et des changements dans le cadre institutionnel. Et ça, c'est un propos qui est tout à fait différent du propos des utopistes et qui, dès le départ, montre comment il y a une complexité du changement social qui doit à la fois s'appuyer sur des pratiques qui sont très largement ces pratiques de solidarité démocratique, mais aussi s'attaquer à un certain nombre de régulations qui sont défavorables à ces pratiques et qui ne les laissent pas subsister. Donc je pense que le premier effort que nous devons faire si nous réfléchissons à cette genèse, c'est d'essayer de retrouver derrière les peintures qui en ont été faites au plus près la réalité de l'associationnisme solidaire. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans d'autres continents comme l'Amérique du Sud, mais aussi en Europe, à travers les travaux historiens récents dans la péninsule ibérique, en Espagne, en Catalogne, au Portugal, à travers un certain nombre de travaux en Angleterre et à travers des travaux aussi en France, je pense à tout le groupe d'historiens qui travaillent sur ce premier 19e siècle, Rio-Sarcey, Gribaudy, Hayat et d'autres, il y a aujourd'hui une relecture de cet associationnisme solidaire qui est proposé et une mise en évidence, comme l'a dit l'un des pionniers de cette relecture, Thomson, une mise en évidence de ce qu'il s'agissait de fonder une économie morale, c'est-à-dire une économie fondée sur un certain nombre de valeurs. Et cette solidarité démocratique, elle avait en particulier pour objet, mais pas seulement, parce que c'était lié à tous les autres registres d'action que je mentionnais, mais elle avait en particulier pour objet de fonder une économie qui soit basée sur la solidarité démocratique. Il me semble que c'est ce mouvement-là qui a été éradiqué après l'écrasement du printemps des peuples de 1848 partout en Europe et en France en particulier. Mais il n'a pas simplement été réprimé.
c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que, et à travers les réinterprétations que je mentionnais tout à l'heure, il a été profondément invalidé symboliquement comme étant la phase immature d'un mouvement qui n'est venu à maturité qu'après. Et donc, c'est véritablement ce qui s'est passé dans la seconde partie du XIXe siècle, en particulier quand l'éradication de ce moment que l'on peut appeler le moment de l'associationnisme solidaire a été remplacé de plus en plus par la croyance qu'il y avait une économie moderne qui était identifiable au capitalisme marchand. Et donc tout ce débat initial qui avait été fait, qui était basé sur l'imbrication entre la sphère politique et la sphère économique, a été laminé à partir de ce moment-là, et on a commencé à rentrer dans ce qui va être l'architecture institutionnelle qui va s'établir ensuite, c'est-à-dire, premièrement, le fait que l'économie moderne égale le capitalisme marchand. Ce qui supposait, effectivement, d'invalider toutes les formes d'économie populaire, et on verra que ça a des conséquences aujourd'hui encore sur les rapports entre travail social, économie sociale et solidaire. Ce qui est la proposition à ce moment-là, c'est d'accompagner la mise en place du capitalisme marchand comme économie moderne par une autre forme de solidarité que la solidarité démocratique, qui est une solidarité philanthropique qui repose sur la compassion et la bienveillance à l'égard des pauvres, et c'est le glissement initial qui va faire que la solidarité n'est plus, comme avec la solidarité démocratique, un principe structurant de l'ensemble de la société qui concerne tous les citoyens, mais devient un mode de traitement de la question sociale réduite à la pauvreté. Et donc, ce glissement solidarité-paupérisme, le fait que la solidarité ne concernerait qu'un groupe, celui des désavantagés, c'est à ce moment-là qu'il se fait, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on ne peut pas dire que de l'associationnisme solidaire à la naissance de l'économie sociale telle qu'elle est portée par Le Play, il y a une continuité, il y a bien une bifurcation, puisque au référentiel démocratique se substitue un référentiel de moralisation des pauvres. Et c'est ce que nous dit Thomson quand il nous rappelle, pour qu'il y ait un projet de moralisation des pauvres qui s'établisse, il fallait qu'auparavant soit éradiquée l'économie morale qui avait été basée sur l'auto-organisation ouvrière et paysanne. Et donc là, il y a un changement qui est un changement tout à fait important et qui va avoir des conséquences parce que à partir de ce moment-là, l'économie sociale va essayer de trouver sa place dans l'économie marchande telle qu'elle vient d'être définie et va s'inscrire dans les catégories instituées du politique, alors que, au départ, elle questionnait ces catégories à travers les transversalités entre sphère économique et sphère politique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on a une autre façon de poser les questions qui va devenir de plus en plus importante. D'une certaine façon, cette émergence philanthropique de l'économie sociale est très proche de l'émergence philanthropique du travail social. Et de ce point de vue-là, il y a un rapprochement, même si dans les deux, on peut retrouver des traces démocratiques. Mais c'est bien dans l'orbite philanthropique que naissent l'économie sociale comme le travail social. Ensuite, ils vont s'en éloigner. Ils vont s'en éloigner, mais l'éloignement de ce prisme philanthropique va aussi produire un éloignement entre l'économie sociale et le travail social. Pourquoi ? Parce que, à travers ces principaux théoriciens qui là aussi ont été mentionnés, l'économie sociale va se sortir de cette orbite philanthropique en choisissant un autre prisme qui est le prisme de l'entreprise. Comme si finalement l'économie sociale se réduisait à un ensemble d'entreprises non capitalistes. Et c'est là où il y a une question, c'est que finalement, dans la théorisation même de l'économie sociale, l'aspect mouvement est occulté, puisqu'il s'agit uniquement de considérer une somme d'entreprises, et on le voit bien dans la conception du changement social qui est liée à l'économie sociale, qui nie les médiations politiques pour penser qu'en accumulant des succès d'entreprises non capitalistes, on va finalement faire la preuve
et montrer par l'exemplarité que l'on peut diffuser dans l'ensemble de la société l'économie sociale. Et on sait très bien que si les coopératives pensaient changer le marché, c'est en fait le marché qui a changé les coopératives. Et on voit bien aussi qu'à partir de ce moment-là, et ça revient à ce que Michel indiquait tout à l'heure, c'est bien théoriquement la coopérative qui est le centre de gravité de l'économie sociale, parce que c'est l'entreprise non capitaliste par excellence, et de Fouquet à Viennet, on va avoir la centralité du modèle coopératif au sein même de l'économie sociale, et c'est le modèle coopératif qui finalement est considéré comme étant le plus représentatif de l'économie sociale. Donc l'économie sociale essaie de réussir dans l'économie de marché, ce qui évidemment l'éloigne du travail social, puisque le travail social s'inscrit dans cette catégorisation qui ne naît que dans la fin du XIXe siècle, entre d'un côté l'économie marchande et de l'autre côté le social. C'est pour ça que l'on peut rappeler, à l'inverse de Donzelot, que la naissance de la solidarité est bien antérieure à la naissance du social, et que l'émergence du social est déjà une forme d'institutionnalisation des questions qui avaient été posées antérieurement et reposant sur la séparation entre justement ce qui est considéré comme l'économique et ce qui est considéré comme le social. Ensuite, bon, je ne reprends pas tout ce qui a été dit, évidemment, puisqu'on sait que le XXe siècle, c'est la montée de l'État social qui a été préparée en France par l'école solidariste et par l'école française de sociologie plus largement, mais on a dans cette période effectivement une difficulté à ce que l'économie sociale ait une portée, bien qu'elle ait un certain poids économique, parce qu'elle est divisée entre un ensemble qui fait partie de l'économie de marché et un autre ensemble qui fait partie de plus en plus de l'État social, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'à la fois les associations vont y trouver les moyens de leur développement et les moyens de l'institutionnalisation d'un certain nombre de leurs professions, mais en même temps, elles vont se retrouver dans ce que l'on pourrait appeler aussi une sorte d'isomorphisme para-administratif pour les plus importantes d'entre elles, et en particulier dans les secteurs qui étaient cités. Donc, on a ensuite un développement dans le XXe siècle, je vais très vite, mais on est obligé d'aller très vite tous les deux, où l'important, c'est le marché et l'État, et finalement, l'économie sociale est divisée dans cette architecture institutionnelle. Quant au travail social, il est exclusivement dans la case de l'État social, et l'ensemble de ces professions sont développées par celui-ci. Ce que je crois, pour terminer, c'est que c'est cette manière de penser et d'agir qui se révèle obsolète avec la succession des crises depuis les années 70 et qui explique ce que je n'appellerais pas la naissance ou l'invention de l'économie solidaire, mais plutôt sa résurgence, c'est-à-dire la résurgence d'un associationnisme solidaire qui avait disparu. Et donc, il me semble que dans ce cas-là, on peut voir que l'économie solidaire ne naît pas du tout à travers l'insertion, elle naît bien avant, dans le sillage de ce que l'on avait appelé à l'époque, vous vous rappelez, c'est il y a bien longtemps, les nouveaux mouvements sociaux. Or, les nouveaux mouvements sociaux, ils avaient pour caractéristique de questionner les angles morts de la synergie marché-État, et en particulier les déficits démocratiques qui venaient à la fois d'un côté du consumérisme et de l'autre côté d'une forme d'intervention de l'État traditionnel qui restait paternaliste. Certains chercheurs québécois ont parlé de la critique d'une société qui était à la fois fordiste du côté du travail salarié, mais aussi providentialiste du côté de l'État social, c'est-à-dire que les usagers étaient considérés comme des assujettis et non pas comme des parties prenantes de la définition des services. Parce que justement, dans le travail social, comme on avait voulu se sortir de cette origine infamante de la philanthropie, on avait fondé les professions sur une expertise spécialisée qui, d'une certaine façon, niait toute pertinence à l'intervention de l'usager, puisque l'usager était, par définition, celui qui ne savait pas ce qui lui arrivait. Et on pourrait dire la même chose, d'ailleurs, d'un certain nombre d'approches sociologiques qui pensent aussi que les agents ne savent pas ce qui leur arrive. Donc je crois que c'est ces questions-là qui ont commencé à être posées à partir de ce moment-là. Et si on a assisté ensuite
à une fragmentation de ces nouveaux mouvements sociaux. Par contre, une multitude d'innovations et d'initiatives dans la société civile ont continué à faire vivre les questionnements qui avaient été initiés, et ça a amené à cette tentative de les cerner à travers la dénomination d'économie solidaire, qui est à la fois en prolongement, mais aussi en volonté de retrouver une capacité de transformation qui n'avait pas été forcément prouvée par l'économie sociale. Et donc je pense qu'il y a ce moment de retour de l'économie solidaire qui me semble aussi être lié au déficit démocratique de la synergie marché-État et à l'incomplétude du projet de l'économie sociale. À partir de là, où est-ce qu'on peut aller dans l'avenir pour terminer? Je dirais que il y a déjà 3 scénarios qui se présentent de manière assez claire, avec des éléments qui permettent de les considérer comme étant réalistes pour demain. Le premier scénario, c'est celui qui continue à penser l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'un secteur. Et il me semble que dans cette conception-là, on ne peut pas véritablement sortir de toutes les limites qui ont été constatées précédemment. Parce qu'à ce moment-là, on reste, et on voit bien comment on l'est resté dans la manière dont la loi a gommé ce qui était censé l'introduire pour faire une loi non pas sur l'économie sociale et solidaire, mais sur les entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc ce prisme entreprisiste, il est très fort. Et il entretient ce que disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire cette sous-estimation récurrente du monde associatif dans l'économie sociale et solidaire. Il suffit de voir les campagnes de promotion qu'il y avait pour l'économie sociale et solidaire au moment de la loi. C'était toujours des jeunes coopérateurs dynamiques que l'on nous montrait, mais jamais ce qui constitue, ça a été dit tout à l'heure, 70% de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des femmes qui travaillent dans le care, pour le meilleur là encore et pour le pire. Mais cette réalité-là, l'économie sociale et solidaire ne veut pas la voir quand elle se représente comme secteur. Et quand elle se représente comme secteur, finalement, elle a une vision, ça a été dit tout à l'heure, mythifiée, des secteurs coopératifs qui pourraient reprendre. Et traditionnellement, on revient avec la question de la reprise des entreprises par leurs travailleurs en considérant qu'il y a là une possibilité d'un levier important, alors qu'on sait que quantitativement, ça représente très peu de choses, même si chacune des expériences concernées peut être passionnante. Donc je crois que la représentation de l'économie sociale et solidaire en tant que secteur ne permet pas véritablement un dialogue avec le travail social, mais pose aussi le problème de l'absence d'un autre référentiel que le référentiel entreprisiste. Il y a une autre évolution qui est en train de s'opérer moins en France que dans les pays anglo-saxons et dans le continent asiatique, mais on voit bien qu'elle arrive, c'est finalement de considérer que l'économie sociale d'hier, les associations, les coopératives, les mutuelles, c'est ringard et dépassé, et que finalement la figure qui va lui succéder dans les temps qui viennent, c'est la figure du social business. C'est-à-dire en fait une entreprise capitaliste à but social, qui va permettre d'être beaucoup plus efficace et efficiente que ces machins un peu obsolètes, et qui va permettre là de résoudre le problème qui est celui de la pauvreté. Vous voyez que dans cette néophilanthropie, puisque c'est basé idéologiquement aussi sur la venture philanthropie, sur un certain nombre d'approches de ce type, on retrouve aujourd'hui une manière de mettre en avant la solidarité philanthropique sous une forme rénovée, mais la solidarité philanthropique qui, d'une certaine façon, nous ramène dans ce second 19e siècle dont on parlait tout à l'heure. Et je crois que là, il y a véritablement une manière de penser le social qui est différente. On voit bien aujourd'hui comment se mettent en place un certain nombre d'outillages pour aller dans ce sens, à la fois les techniques de marketing bottom of the pyramid, à la fois les formes de financement du type social impact bonds. On voit bien qu'il y a une nouvelle galaxie qui met l'accent, et c'est ça qui est très important, sur 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut que ces entreprises à but social se rapprochent des grands groupes, parce que c'est eux qui détiennent
la façon de faire au mieux en termes de management, et que donc c'est autour d'une action privée reconfigurée que peut se trouver la solution de la pauvreté. Ça, on voit bien cette manière de penser progresser depuis la présentation en termes de secteur indépendant dans les années 80 au Royaume-Uni, le secteur indépendant étant le lieu de la vertu, c'est les entreprises et les associations, et il s'oppose à un secteur qui, lui, est par nature bureaucratique et loin des citoyens, qui est le secteur public. Et donc cette manière de penser est très antinomique par rapport à l'histoire de l'Europe continentale, mais est en train aussi d'arriver très fortement dans le contexte européen. Là aussi, peu de possibilités de dialogue avec le travail social, puisque les travailleurs sociaux sont englobés dans cette obsolescence qui touche également l'économie sociale et solidaire. La troisième voie, par contre, le troisième scénario, me semble pouvoir fonder un dialogue entre travail social et économie sociale et solidaire autour de l'idée qu'on peut aller vers une économie et une démocratie plurielle. Il me semble que ce qui est important dans ce troisième scénario, c'est de voir que le marché et l'État, ce dualisme qui a structuré les débats économiques et politiques du XXe siècle ne suffit plus aujourd'hui, et il est nécessaire d'avoir un raisonnement plus complexe et une action qui n'oublie pas la société civile dans sa capacité d'action. Et donc, on voit que là, il peut y avoir des transitions qui incluent un dialogue entre économie sociale et solidaire et travail social, à deux conditions. C'est qu'il y ait une revalorisation dans le travail social à la française, d'un travail social plus collectif, plus communautaire, parce qu'on a une invalidation particulière du travail social communautaire en France du fait qu'on a une conception très rousseauiste du lien entre le citoyen et le pouvoir souverain. Et puis, ça suppose aussi qu'il y ait des évolutions du côté du travail social qui tiennent compte du fait qu'on n'est plus, comme on l'avait pensé dans l'insertion au départ, dans une problématique de sas. Parce que le problème aujourd'hui que l'on voit dans les banlieues françaises comme dans les zones rurales, et ceci n'est pas bien sûr réservé à la France, c'est que de toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde dans l'économie de marché. Et donc, à partir de ce constat-là, soit on le nie, et à ce moment-là, les problèmes ne font que s'amplifier, soit on voit bien qu'il n'y a que deux solutions. C'est l'économie mafieuse ou l'économie sociale et solidaire. Ce qui veut dire que ça amène le travail social à travailler sous deux angles qui ont été négligés historiquement en France, qui sont l'angle du travail social collectif et communautaire et l'angle du rapport à l'économie populaire. Et justement, c'est cette économie populaire qui a été tant occultée depuis le milieu du XIXe siècle, et c'est là où on a beaucoup à apprendre, me semble-t-il, d'autres contextes, où justement un travail compréhensif sur ce qui est de l'ordre de la vie populaire et de l'économie populaire permet de recadrer l'économie sociale et solidaire en d'autres termes que ceux qui sont présents dans le deuxième scénario autour du social business. Il me semble que ça amène à mettre en avant le fait que cette séparation entre économique et sociale, qui ne s'est fait que dans le second XIXe siècle, est devenue inopérante pour comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il est important non pas de continuer sur cette division entre économique et sociale, mais de reconnaître qu'il y a une pluralité de logiques socio-économiques, et en particulier à partir du territoire et à partir de ces modes de vie populaires qui ont un aspect économique, je crois qu'il est possible de mieux saisir ce dont il peut être question et les pistes vers lesquelles ça peut nous emmener. Je pense que ça amène également à aller dans le sens de la co-construction de l'action publique, c'est-à-dire de voir comment, finalement, par rapport à cette crise de légitimité qui a été rappelée et qui est si forte aujourd'hui
de l'action publique traditionnelle. Il est nécessaire de trouver une nouvelle modalité d'action publique qui soit bâtie sur le croisement entre l'action citoyenne et l'action des pouvoirs publics. Et je crois que tout ça, effectivement, nous amène à une conception de l'économie sociale et solidaire qui est beaucoup plus une conception de l'économie sociale et solidaire comme un vecteur de transition sociale, écologique, démocratique, et beaucoup moins comme un secteur. Merci. Oui, on va continuer avec ce micro. Vous aviez compris tout à fait au début que nous cherchions des convergences entre l'économie sociale et solidaire et puis le travail social, avec la conclusion un petit peu de Jean-Louis. Je vais un peu au-delà, mais il faut également qu'on travaille des convergences avec l'économie mafieuse. Bon, mais... Oui, les convergences. Alors, si vous voulez, on va maintenant vous passer un petit peu la parole. On a une bonne demi-heure tranquille. Il faudrait que vous veniez prendre le micro ici, ce serait plus simple. Voilà, il y a Eric. A priori, il y a un micro qui marche. Merci Eric. Alors, voilà, il n'y a qu'un micro qui marche, mais faut bien parler dedans. Donc je suis bien sûr convaincu des convergences, puisqu'avec Jean-Louis, on a un master, on a chacun la responsabilité d'un master avec un tronc commun. Donc on est parti il y a quelques années déjà sur ce postulat de la convergence. Comme je vais intervenir la fois prochaine, je vais pas développer ça, mais là, j'ai, comme qui dirait, un certain malaise dans l'exposé, à entendre toujours le travail social comme si c'était une entité homogène. Et ça me fait penser, évidemment, Verdès Leroux l'a fait, puisqu'elle a consacré un livre là-dessus, donc pourquoi pas. En réalité, ce dont vous parlez, c'est d'un segment du travail social. Je rappelle quand même que jeudi dernier, au Conseil du travail social, donc en 2017, a été votée une définition du travail social qui n'est pas exactement la même que la définition internationale elle-même adoptée en 2014 à Melbourne. Et l'idée, c'est de la faire rentrer dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc déjà, il y a un premier mystère. Comment se fait-il qu'on ait attendu aussi longtemps pour ce genre de définition? Et je rappelle aussi des choses qui sont assez basiques, mais l'adresse a sorti une étude, alors à tort ou à raison, mentionnant 1 200 000 travailleurs sociaux. Bon, les statistiques les plus optimistes nous disent qu'il y a un peu moins de 40 000 assistants de service social et qu'il y a un peu moins de 90 000 éducateurs spécialisés. Donc il y a un décalage très fort. Et finalement, il me semble que ce genre de séminaire est tout à fait important parce que d'une part, ça nous permet de revisiter l'histoire, mais les histoires, parce qu'en fait, il y a aussi dans le secteur public ce qui sort finalement de la profession infirmière dans les années 20, enfin, on va faire de développement là-dessus. Et puis aussi, c'est le fait qu'il puisse y avoir un débat, parce qu'aujourd'hui, le travail social, c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment un objet? Alors, je n'ai pas entendu le mot intervention sociale, il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent se discuter. Il me semble, juste pour terminer, que dans le principe même de l'économie sociale et solidaire, il y a des choses qui sont très proches. Si on relit le numéro d'esprit, enfin les numéros d'esprit consacrés au travail social, puisqu'on est au mois 2, important, on va se dire que le travail social est défini comme de l'économie sociale et solidaire. Volonté de transformation, déjà action collective, etc. Mais je dirais que là où les clivages sont plus nets, c'est qu'il y a des trous dans l'économie sociale et solidaire. Vu du point de vue du travail social, il y a des trous. Qu'est-ce qu'il y a comme trous? Eh bien, il y a la question notamment de l'individu, parce que du coup, il y a dans le monde du travail social, il y a des clivages extrêmement forts entre différentes conceptions. Alors, on pourrait dire entre ISAP et l'ISIC, il y en a un qui tombe à l'eau, etc. Mais il y a une difficulté, on a une difficulté réelle à problématiser le rapport entre l'intervention collective et l'intervention individuelle, parce que les difficultés des personnes ne peuvent pas elles-mêmes être segmentées. C'est pour ça qu'il y a une discussion, notamment avec ATD, sur ce que signifie le mot pauvreté, parce qu'aujourd'hui, si on continue à raisonner comme ça, de manière segmentée, on va avoir du mal à comprendre les problématiques croisées que connaissent les personnes. Donc il y a ça, et puis il y a un deuxième aspect,
quand même qui est une des sources de difficultés pour les travailleurs sociaux, c'est l'aide contrainte. C'est-à-dire qu'on n'est pas, le principe de l'ESS, c'est pas un peu une forme de prévention spécialisée, absente de... Non, on n'est pas là-dessus. Il y a la question des centres éducatifs renforcés, des centres éducatifs fermés, il y a la question de la perte d'autonomie, la question des personnes sous tutelle, etc. Ça, c'est un point tout à fait important. Et puis le troisième trou, c'est la question du soin, parce que quand je suis arrivé au CNAM, je dis mais il y a une chaire de travail social, elle est où la chaire de travail social et médico-social? On m'a dit non, ça n'existe pas, ça c'est après c'est handicap, etc. Et elle a été débaptisée cette chaire en 2010, elle s'appelle travail social et intervention sociale, n'empêche que la question du médico-social est importante parce que derrière il y a aussi toute la problématique du handicap. C'est là-dessus qu'on est un peu gêné, il faut développer ça, mais c'est vrai que quand les ESAT rentrent dans le périmètre des entreprises d'utilité sociale au sens de la loi de 2014, se pose le problème de savoir comment ça s'articule. Oui, merci. Jean Bastide, je préside l'école pratique de service social, qui a connu ici, dans cette maison, en 1913 jusqu'à 1913-1918, c'est ici que l'école a eu son premier enseignement. Donc avec deux personnages particuliers, bon, le créateur qui était le pasteur Doumer, mais avec Charles Gide qui l'accompagnait depuis le départ et qui a... Alors, on pourrait dire qu'il a accompagné le travail social parce qu'en même temps, il a été pratiquement un de ceux qui a participé à l'élaboration du diplôme d'assistants sociaux en 1932. Donc c'était après sa mort, mais il avait participé avec le pasteur Doumer. Donc voilà un petit exemple de travail d'économie sociale et de travail social. Bon, simplement, je voulais faire deux remarques à propos de ce que vous avez dit sur l'associatif au début du XXe siècle. Vous avez dit, bon, vous avez fait vite, donc je comprends bien qu'on ne pouvait pas aller dans les nuances, mais il semblait que le monde associatif était essentiellement catholique. Bon, je ne parle pas des protestants parce qu'ils sont de toute façon minoritaires, mais quand même la Ligue de l'enseignement qui existait déjà depuis une quarantaine d'années, avec tous les clubs autour de l'école, etc., c'était des clubs laïques et dont l'influence était relativement importante, avec dans les colonies vacances, les accueils à la campagne, bon, etc. Je veux dire, il y avait des tas d'activités qui se revendiquaient de la Ligue de l'enseignement et de ses mouvances, de ces associations. Bon, ça c'est une première remarque. La deuxième, c'est concernant l'associatif dans la fin des années 60, vous avez bien dit effectivement qu'il y avait des événements qui se produisaient, mais vous n'avez pas cité ce qui s'est passé au milieu des années 75, qui je crois est fondamental. C'est à partir de certaines revues, échanges et projets notamment, mais l'intervention de François Bloch-Lenné, et qui a créé la DAP, l'Association de développement des associations de progrès, qui, pour la première fois dans l'histoire, a placé l'association en tant que telle, l'association comme méthode, et non pas l'association dans son objet, mais l'association comme méthode au cœur du débat. Et à partir de là, je crois, c'est développé tout un ensemble d'abord d'alliances, ou de regroupements interassociatifs, indépendamment des clivages idéologiques qui existaient parfois très forts, y compris dans les années 60 encore. Hein. Voilà. Et puis simplement vous avez cité également, et je termine par là, dans les années au milieu du 19e siècle, le choix de la solidarité par rapport à la charité. L'UNIOPS a été, donc un siècle plus tard, alors qu'il a été composé majoritairement d'associations confessionnelles ou d'origine catholique, progressivement a fait ce basculement entre la charité, qui était la composante essentielle de ses membres, vers la solidarité. Voilà, simplement ce que je voulais souligner. Merci. Gilles Rivet, chercheur associé au CLERC à Lille. Deux observations. La première, en réaction à ce que vous disiez, Jean-Louis Laville, sur la distinction entre l'associationnisme solidaire et le monde économique et entreprise.
Il me semble qu'il faudrait continuer à essayer de bien tenir les deux ensemble, notamment pour prendre en considération la nature des obstacles qui existent aujourd'hui dans les associations gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux vis-à-vis de l'économie sociale. Et ce n'est pas la dimension instituée de l'économie sociale qui fait obstacle, c'est la dimension économique de l'économie sociale. C'est ça qui rebute, c'est ça qui interdit qu'on puisse se penser comme association d'économie sociale. Dans les grandes associations gérant des ESMS que je rencontre régulièrement, les travailleurs sociaux butent essentiellement sur la dimension de l'économique, considérée a priori comme impossible à intégrer au travail social, pour des raisons historiques et pour des raisons également pratiques. Donc c'est bien en remariant ces deux dimensions, la dimension associationnisme et l'histoire de l'associationnisme solidaire et la dimension, comment dirais-je, révolutionnaire de l'économie portée par l'économie sociale et solidaire, qu'on pourra, à partir de ça, qu'on pourra réconcilier, me semble-t-il, ces deux familles. La deuxième observation porte sur, dans un mouvement qui effectivement voit plutôt une tendance au rapprochement entre ces deux mondes qui s'ignorent jusqu'à présent, il y a quand même un obstacle de taille qui s'appelle prestarisation des associations de gestion des établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis la mise en place des appels à projets notamment, on a quand même une tendance qui identifie bien les grandes associations avec qui je bosse régulièrement. On constate bien une tendance à la technicisation, pas seulement, ça, elle est bien en scène, mais à la prestarisation de ces associations-là, qui n'est pas favorable pour le coup au fait de pouvoir se penser comme association d'économie sociale. Et pourtant, certaines d'entre elles font cet effort, mais elles constatent en même temps que le paysage institutionnel dans lequel elles sont n'est pas favorable à ce mouvement. Et ça, cette question-là, il va bien falloir la prendre en considération si l'on veut accompagner sur le terrain le mouvement de rapprochement, on va dire, politico-idéologique qui est en train de se faire. Ah oui, je pense que vous en avez. Je voudrais justement essayer de croiser avec Michel Dreyfus à propos de ce que vous avez dit, parce que je pense qu'on en arrive là à travers vos prises de parole à ce que voudrait être le séminaire, quoi. C'est-à-dire effectivement un travail ensemble. Il me semble que Michel Dreyfus a bien noté tout à l'heure que l'un des problèmes que l'on rencontre, et c'est pour ça qu'il y a cette difficulté, me semble-t-il, entre mouvement et entreprise, l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est l'anorexie idéologique de l'économie sociale. C'est-à-dire que depuis le départ, le choix qui a été fait, c'est d'éluder la question du politique. Il l'a rappelé tout à l'heure, alors que le politique est omniprésent. Et donc, il est présent sous forme de clientélisme, il est présent sous forme de cooptation, il est présent sous forme de réseau, mais il n'est pas parlé. Ce qui amène, parce qu'on pourrait détailler ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui amène, sous prétexte d'apolitisme, un certain nombre de positionnements tout à fait quand même à réfléchir, parce que c'est aller très loin. Et donc cette façon de dire finalement, il peut y avoir des gens qui sont soit très libéraux, soit très socialistes, qui se rapprochent de l'économie sociale, c'est une façon d'éluder le politique qui me semble justement devoir être questionnée, parce que ces initiatives dont on parle, les initiatives d'économie sociale et solidaire dont on parle, ce sont des initiatives qui, quand on prend l'itinéraire de leurs créateurs individuellement et collectivement, ce sont des initiatives qui posent des questions publiques. Et donc la définition initiale de ces organisations comme étant des organisations privées pose un problème du point de vue de leur nature même, puisque un certain nombre d'entre elles, et en particulier celles qui font mouvement social depuis le départ, ne sont nées que par rapport à des questions publiques et à des tentatives justement de faire bouger les cadres qui sont ceux dont elles pâtissent. Donc il me semble qu'il y a à réfléchir sur ce statut du politique, à condition de ne pas considérer le politique comme une appartenance partidaire, mais à considérer le politique comme vie de la cité, avec les deux dimensions constitutives du politique, qui sont à la fois le monopole de la violence légitime, comme dirait Weber, ça on est du côté des pouvoirs publics, mais aussi
les espaces publics, c'est-à-dire les espaces à partir desquels il peut y avoir participation et délibération. Et on voit bien dans un certain nombre de cas concrets que Marcel pourrait reprendre ou qu'on pourrait reprendre, que le problème n'est pas dans un certain nombre d'associations du social et du médico-social d'avoir quelques représentants des usagers. Le problème est qu'il puisse y avoir dans les prestations de services quotidiennes des possibilités que ces usagers, ces citoyens, ces consommateurs soient pris en compte autrement qu'ils ne sont pris en compte dans des services commerciaux. Et c'est là-dessus que se joue le devenir des associations. Et c'est autour de ces contributions finalement très modestes à une élaboration collective à partir d'une participation au ras des problèmes de tous les jours qu'il me semble il peut y avoir une façon de faire rentrer les associations dans l'économie sociale et solidaire avec ce problème qui était mentionné à juste titre, c'est que du côté du travail social, l'économie c'est l'horreur. Et il faut à ce moment-là déconstruire la vision formelle de l'économie. Et là, je crois que si on sort justement de ce récit, qui lui aussi est un récit daté du second XIXe siècle, comme quoi la seule économie créatrice de richesse, c'est le capitalisme marchand, et qu'on voit la réalité de l'économie dans ses différentes composantes marchandes, mais aussi redistributives, réciprocitaires et domestiques, on a une autre façon de comprendre la manière dont les équilibres économiques se font. Mais ça suppose aussi de sortir de ce pourquoi est mobilisée l'entreprise d'économie sociale et solidaire chez un certain nombre de dirigeants gestionnaires des associations, c'est-à-dire pour avoir un fonctionnement qui soit de plus en plus entreprisiste, alors qu'en fait il est basé sur des prestations. Donc cette espèce de simulation finalement de l'entreprise privée sous prétexte de modernisation est aussi un problème, parce que le signifiant économie sociale et solidaire, il peut parfois servir à ça, c'est-à-dire servir à faire progresser le managérialisme avec les dégâts qu'il fait dans le cadre de la nouvelle gestion publique. Donc c'est vrai que, pour revenir aussi à ce que disait Marcel, on a été plus que schématique, honteusement schématique sur la manière dont on a parlé du travail social, mais c'est parce que dans cette première séance, on était plutôt parti du côté de l'économie sociale et de l'économie solidaire, et on va revenir plutôt par le biais du travail social et de l'intervention sociale la prochaine fois. Oui, plusieurs points. Je vous répondre, monsieur, sur la ligne d'enseignement. Sur la ligne d'enseignement, vous avez parfaitement raison. Mais regardez le gros livre de Jean-Paul Martin qui vient d'étudier sur l'histoire de la Ligue. Elle est fondée formellement en 1868, réellement 20 ans plus tard. Elle prend véritablement son essor, il l'explique, après la Grande Guerre. Et donc je dirais plutôt que, bon, je relativiserai un tout petit peu, effectivement c'est important, mais il n'empêche que pour moi le monde associatif jusqu'à cette période est quand même en majorité catholique. C'est tout ce que je veux dire. Après, évidemment, on peut nuancer. Il y a aussi le fait, il y a aussi un effet d'éclairage, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'associations catholiques qui sont extrêmement importantes et mal connues. J'ai rencontré, par exemple, la Ligue des Patriotes françaises. 600 000 personnes en 1914. Ça n'intéresse pas grand monde. Ça pèse. Et il y en a d'autres comme ça. Donc, mais je crois que nous sommes d'accord. Alors, sur les deux points que vous dites, aussi bien sur François Bloch-Péné que sur l'INIOP, je suis totalement d'accord avec vous, j'en parle effectivement dans mon ouvrage, et effectivement, et ce n'est pas rien dans ce soir, dans séminaire, quand vous constatez, et je suis absolument d'accord avec vous, sur le fait qu'au départ, l'INIOP, c'est un certain nombre d'organisations confessionnelles qui pratiquent, enfin pour faire vite la charité, et qui vont passer à la solidarité 30 ans plus tard. Effectivement, ce changement est essentiel. Là aussi, il est très mal connu dans la société française. Je ne crois pas qu'il existe. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses sur l'INIOP. Il y a des petites choses, mais enfin bon, il n'y en a pas suffisamment. Et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu. Puisque j'ai la parole, deux mots. D'une part, je n'ai pas parlé de l'international. Effectivement, l'international a son rôle dans cette histoire, mais bon, je ne le développe pas. Sur la question, je reviens sur la question politique, parce qu'elle est effectivement fondamentale. Et je la rencontre tout au long de cette histoire
avec des mouvements qui disent toujours, avec un ensemble touchant, non, nous ne faisons pas de politique, et qui passent leur temps, et c'est inévitable, à avoir des rapports avec les politiques. On le voit pendant les deux guerres, mais on le voit aussi différemment. Et pour en venir encore une fois à l'histoire de l'UNIOPS et des associations, et de la naissance, de la reconnaissance officielle de l'économie sociale en 81, c'est quand même très lié à ce qui s'appelle la deuxième gauche Michel Rocard. Enfin, tous ces milieux, c'est une évidence. Et là encore, bon, je crois que à la fois c'est connu, mais peut-être pas suffisamment. Excusez-moi, je vais être très brève parce que je dois vous quitter. Je m'appelle Nicolas Lix et je pourrais me présenter ici en disant que j'ai été directrice adjointe de l'UNIOPS pendant 19 ans et que j'ai co-présidé le CLAMCA à ce titre-là, au titre du mouvement associatif pendant 15 ans. Voilà, donc j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je crois que le but là, c'est de suggérer des focales qui pourraient être intéressantes pour justement les regards croisés. Alors, moi, j'en suggère notamment un, qui est la question du droit social et la question de la pression. Tu en as parlé, Jean-Louis, de l'isomorphisme, mais la question du droit social est importante, d'une part, parce que les coopératives en France n'ont pas le même genre d'organisation que dans d'autres pays, notamment en Amérique du Sud, où il y a des endroits où on est à la fois propriétaire d'entreprise et salarié, où on n'est pas obligé, enfin, il n'y a pas cette dichotomie entre le côté salarial et le côté actionnaire. Et par ailleurs, je crois qu'une des séances pour vous pourrait être consacrée à la montée progressive de la puissance des syndicats d'employeurs dans le secteur associatif par rapport ou à côté des fédérations. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je suis désolée, je n'ai pas le temps, mais ce sont des histoires qui sont très peu connues. Je pense qu'on doit être 2 ou 3 à pouvoir en témoigner. C'est une petite guerre économique aussi. Et de mon point de vue, cette question du droit social, elle pourrait aussi revenir par l'intermédiaire de cette question qui agite beaucoup en ce moment la gauche sur l'allocation universelle et le revenu universel. Parce que Jean-Louis, quand tu dis finalement s'il n'y a pas de place tout le monde dans l'économie marchande, il y a 2 solutions, l'économie mafieuse ou l'économie sociale et solidaire, il y a une autre solution qui est l'allocation universelle ou en tout cas de quoi vivre même quand on n'a pas de travail. Et je pense que ça interroge aussi le travail social, la façon dont on conçoit le travail social. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de partir. Je ne me rappelle plus. Oui, j'essaierai. Merci. Patricia Toucas. Voilà, moi j'ai 2 remarques, une pour Michel et une pour Jean-Louis. Michel, il me semble que dans l'évolution que tu as retracée, surtout quand tu arrives vers la fin, vers les 30 dernières années, tu oublies de parler de la pression concurrentielle du marché qui est de plus en plus prégnante et qui entraîne cet isomorphisme dont il a été question et qui, me semble-t-il, même si je ne suis pas spécialiste de la question, mais doit certainement avoir des répercussions sur les conditions d'exercice du travail social, y compris au sein des associations. Il me semble que ce à quoi mon voisin faisait allusion tout à l'heure, en parlant de la difficulté à concevoir l'économique dans le travail social, renvoyait à cela. Ensuite, Jean-Louis, tu as donc souligné l'oubli de la dimension mouvement social de l'économie sociale. Et ça j'y suis extrêmement sensible parce que c'est une chose qui, me semble-t-il, a été délaissée, y compris dans nos études historiques. Et je pense que puisque tu as évoqué le modèle asiatique avec l'émergence des questions d'entrepreneuriat social et autres, bon, on peut peut-être aussi montrer ce contre-exemple dont parlait Nicole tout à l'heure de l'économie populaire en Amérique latine, que tu connais bien et peut-être que tu pourras nous en toucher un mot.
Et donc ma troisième remarque, puisque vous avez évoqué tous les deux cette soi-disant neutralité politique de l'économie sociale, moi j'ai plutôt tendance à l'appeler un conformisme politique de l'économie sociale, parce qu'en réalité, on voit à travers l'histoire que généralement, alors c'est vraiment flagrant pour le mouvement mutualiste, il colle toujours au pouvoir en place jusque dans les années 60. Et je pense qu'il faut s'interroger. Le problème, c'est aussi la question de la dépendance de l'économie sociale à l'égard des financements publics. Hein, certainement que là, voilà. Oui, merci. Très intéressant. Je sors d'une réunion justement à l'UNIOPS. Je me présente, Philippe Sec, donc président du Comité français d'action et de développement social, qui a une vocation internationale. Plusieurs choses. Excusez-moi, je vais apparaître techno, mais je voudrais rappeler que l'économie sociale et solidaire, c'est quand même 13% du PIB, si on fait une approche économique. Ce qui n'est pas menu, loin s'en faut. Il faut visionner aussi que notre protection sociale déborde désormais largement la sécurité sociale. Sécurité sociale stricto sensu, en 2016, 270 milliards d'euros. Comme l'assurance chômage en France n'est pas dans la sécurité sociale, si je rajoute avec les compléments, etc., on est à 570 milliards d'euros. Et si je prends l'ensemble de la protection sociale, 770 milliards d'euros. Dans le différentiel, vous voyez toute l'action des collectivités locales, du monde associatif, etc. Et donc, toute son importance. Je voudrais évoquer, excusez-moi pour ces données, mais enfin, je crois qu'elles sont fondamentales et qu'il faut les avoir en tête parce que ça montre l'importance de ce que fait le monde associatif et autres. Dans le contexte de crise, on voit apparaître dans la sécurité sociale elle-même, alors que si je prends une approche européenne, France et Belgique se caractérisaient par une dominante de prestations monétaires et relativement peu d'action sociale, contrairement aux pays scandinaves. Je prends par exemple ce que je connais le mieux, la politique familiale, la CNAF, c'était il y a 10 ans 95, 5%. L'action sociale progresse, ce qui fait que le ratio est passé à 90-10. Si je prends l'analyse du Haut Conseil de la famille avec tous les acteurs de la politique familiale, je suis à 18% dans l'action sociale. Action sociale et travail social. Ce qui renvoie à des pays scandinaves où en Suède, le ratio est pratiquement de 60-40. Bon. Ceci dit, la crise fait que de plus en plus, sur la sécurité sociale, il y a du ciblage vers les plus démunis. On a beaucoup parlé de la modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Mais les allocations familiales proprement dites, c'est plus que 28% du total des prestations familiales. Alors il y a eu tout un débat là-dessus, en ne voyant pas qu'il y a déjà tout le ciblage vers les familles monoparentales, les aides au logement, aux plus modestes, les familles nombreuses, plus démunies, etc., etc. Non, ce que je veux dire très vite, c'est qu'il va falloir se poser la question d'une sécurité sociale qui vient un peu plus vers les vulnérables et démunis, et le champ de l'associatif qui, lui, est sur ce terrain-là. Donc, moi, je pose la question, mais il faudra visionner ces deux mouvements.
Et je terminerai par ce qui est évoqué par une de nos collègues, excusez-moi, ça ne pas encore bien. Pour avoir été auditionné au Conseil économique et social sur le revenu universel, je n'ai pas manqué de faire valoir que parler uniquement des montants qui ont été évoqués par certains à des niveaux divers, etc., j'ai insisté sur le fait que ne pas parler du nécessaire accompagnement social par vos actions sur le cas échéant un revenu de base, etc., c'était ignorer que l'accompagnement social, le travail social, etc., sont indispensables autour de ces minima sociaux. Excusez-moi d'avoir été trop long, mais c'est l'actualité. Excusez-moi. Oui, deux mots. Je n'ai pas parlé de la pression du marché parce que je n'ai pas eu le temps, mais c'est évident que c'est un problème qui se pose. J'en traite dans mon ouvrage. Bon. De même, sur la question du rapport politique, je ne sais pas si on peut parler de conformisme politique. Enfin, il faut y réfléchir parce que quand même la mutualité dans les années 60 surtout, elle n'est pas tout à fait en phase. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Bon, mais on peut en discuter. Enfin, bon. Et alors, bon, je vous réponds, monsieur, effectivement, mais là, on est vraiment dans un champ complètement différent. Il me semble quand même que, dans la mesure où on assiste à un certain désengagement de l'État, de l'économique et du social, il y a un plus gros travail qui est demandé aux associations avec une question, ont-elles les moyens de le faire? Oui, je pense que cette question du mouvement social là, que l'on a abordé ce soir mérite d'être prise, hein, parce que je pense que l'économie sociale, c'est à la fois représentée comme mouvement, mais à nier cette dimension de mouvement dans la manière dont elle appréhendait ses actions, ce qui fait un paradoxe. Hein. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui ont empêché, et ça Michel Dreyfus y faisait allusion, dans ce que, quand on a fait de la sociologie ou de l'histoire des mouvements sociaux, finalement, ce dont on parle soit présent. Hein. Je crois qu'on le voit bien aujourd'hui à travers toute une sociologie post-bourdieusienne qui réduit les associations à un sous-secteur public dans un contexte de désengagement de l'État. C'est-à-dire que cette sociologie nous dit que quand on a compris ça, on a compris les clés et qu'il n'y a plus rien d'autre dans le monde associatif que cela. Et là, je pense que c'est vraiment un problème épistémologique que de considérer qu'il pourrait y avoir un savoir surplombant sur les associations, défini de l'extérieur par un savant, et que, effectivement, tout ce qui serait de l'ordre, par exemple, du travail entre les acteurs et les chercheurs serait absolument délégitime. Donc on a cette difficulté d'une théorie critique qui a, et on pourrait trouver d'autres raisons, depuis le XIXe siècle, invalidé toutes les pratiques de changement parce qu'elles étaient inopérantes au regard du grand changement qui devait les mettre en scène. Et ça, je crois qu'on en a souffert beaucoup. On a souffert aussi du fait que la sociologie des mouvements sociaux, qui était au départ dans un déterminisme économique pas loin de la vulgate marxiste, en voulant rompre dans les années 60 avec ce déterminisme, a privilégié ce qu'elle a appelé le tournant culturel des mouvements sociaux. C'est-à-dire que tout ce qui avait rapport à l'économie, on ne voulait plus en entendre parler du côté des mouvements sociaux parce que ça semblait rappeler le déterminisme économique. Et donc on est arrivé à ce que Nancy Fraser appelle l'alliance dangereuse entre néo-capitalisme et mouvements sociaux réduits à leur dimension identitaire et culturelle. Or en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est en train d'entamer un travail aussi avec l'International Sociological Association sur mouvements sociaux, économie sociale et solidaire, parce que les mouvements sociaux d'aujourd'hui, c'est des initiatives d'économie sociale et solidaire, c'est les deux. Hein. C'est-à-dire que ces partitions qu'il y avait encore après 2010, la plupart des recherches sur les mouvements sociaux nous montrent que les mouvements sociaux d'aujourd'hui sont des mouvements sociaux d'action quotidienne. Ce sont
des mouvements autour de l'alimentation, ce sont des mouvements autour des circuits courts par exemple, et c'est là où on a un problème sur l'institutionnalisation dans la loi de 2014, c'est-à-dire qu'avec une définition uniquement entreprisiste de l'économie sociale et solidaire, une des parties parmi les plus dynamiques de l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui ne sont pas inclus dans le périmètre politico-administratif. Et donc je crois qu'il y a un double difficulté, repenser cet ancrage dans les mouvements sociaux et les formes que peuvent prendre les mouvements sociaux, et aussi ne pas réduire l'économie sociale et solidaire à une somme d'entreprises, mais voir qu'il y a d'autres dimensions constitutives qui sont tout aussi importantes. Vous avez soulevé, je crois, des problèmes de cadrage macro qui étaient absolument indispensables. Pour avoir suivi d'un peu près ce qui s'est passé dans les changements politiques au Brésil et en Argentine, une certaine partie de ces changements, je crois, peuvent être référés à ce que l'on pourrait appeler, si j'osais, la révolte des classes moyennes supérieures contre les politiques sociales ciblées sur les pauvres. Et je pense que ça, on va y arriver en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on considère que les politiques sociales sont ciblées sur les pauvres, ce sont les autres catégories sociales qui peuvent dire à un moment donné « stop ». Et donc on voit bien comment est-ce que les politiques sociales sont des politiques pour tous les citoyens ou est-ce que les politiques sociales sont des politiques ciblées pour les pauvres? Je crois que c'est une question avec laquelle malheureusement nous n'en avons pas fini. Et il me semble que certaines évolutions ne nous amènent pas à être forcément optimistes et à penser que l'allocation universelle puisse être adoptée avec la majorité populaire dont elle aura besoin. J'ajouterais que j'avais l'habitude de dire à mes étudiants qu'une loi pour les pauvres est toujours une pauvre loi. Mais une question et puis on est obligé d'arrêter. Oui, bonjour, José Ders. Peut-être que la question que je vais poser maintenant ou les observations que je vais faire, justement, sont plus à alimenter la prochaine rencontre, puisque j'ai entendu Marcel Gégère parler effectivement du travail social, de l'intervention sociale, qu'on a un peu abordé, mais pas trop aujourd'hui, mais ce n'était pas l'objet premier. Je parle moi là à partir, entre autres, d'une observation qui a été faite par Jean-Louis sur le fait qu'il fallait qu'on prenne un peu plus en compte les dimensions collectives et communautaires du travail social. Et c'est vrai qu'en France, j'ai lancé il y a une douzaine d'années, à la suite des événements d'ailleurs des banlieues, avec beaucoup de réseaux, et nous avions fait d'ailleurs une réunion ici au CEDIAS, un séminaire sur l'intervention sociale communautaire. On a eu effectivement, à partir des années 90, avec le Conseil supérieur du travail social, qui à la fois effectivement a organisé le travail entre les deux dimensions qu'on a gardées en France, l'aspect plus individuel et l'aspect plus collectif, mais en mettant d'ailleurs je regrette moi-même qu'on n'ait pas pris en compte les trois dimensions qui existent au niveau de l'international, c'est-à-dire le travail social individuel, le travail social de groupe, le travail social communautaire collectif, puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que c'est un tout. C'est que l'interaction de la relation interindividuelle dans l'aide sociale individuelle, si elle n'est pas une aide à l'entraide dans le groupe et à la solidarité justement dans la société, elle tronque finalement la personne, et on peut le renvoyer d'ailleurs à la dernière observation qui vient d'être faite sur effectivement les populations pauvres et les populations, etc. Une petite observation encore, je pense que si j'ai parlé tout à l'heure d'ISAP et d'ISIC, je pense qu'il faut effectivement, c'est dommage parce que il y a eu un développement de l'ISAP qui a été fait, je crois, en 87, et l'ISIC, on a fait un document qu'en 2010, où j'ai participé. Donc, alors que là, ce qui prouve bien encore une dichotomie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment traiter ces dimensions ensemble. Maintenant, on fait une réconciliation, et en plus, actuellement, ça intervient surtout dans les DE, par exemple, d'assistants sociaux, mais je ne pense pas que ce soit pris vraiment en compte dans d'autres DE. Je pense que c'est aussi important, et je vais terminer par là, que des objets qui font qu'il y a de l'action collective communautaire, et je parle sous le contrôle de Jean Bastide entre autres là, sont par exemple les centres sociaux qui ont un travail important, qui d'ailleurs sont à l'origine du travail communautaire en France. Et je pense et je regrette pour ma part qu'on ait retiré des diplômes d'État depuis le DEFA la tutelle
par exemple, des animateurs sociaux qui ne sont plus maintenant pris en compte comme les 16 ou 18 autres DE, etc. Je crois qu'il faudrait qu'on revoie ces aspects-là. Bon, c'est un peu confus, mais je voulais en parler parce que, effectivement, ça sera intéressant qu'on travaille ça la prochaine fois. Oui, Pierre Crépet de la Crécite de France. Bon, du coup, ce ne sera pas une question parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de développer, mais c'est sur les pistes et les ponts entre travail social et économie sociale et solidaire. On en a un tout petit peu parlé, mais aujourd'hui, la loi institue aussi l'agrément ESUS qui vient remplacer l'ancien agrément d'entreprise solidaire. Donc là aussi, ça renvoie à toute la notion de solidarité. Et ça renvoie aussi aux questions après plus du social business autour de l'impact social, de la mesure de cet impact social. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois un pont de réconciliation, en tout cas de relation entre travail social et ESS plus largement, autour de la notion d'utilité sociale, de sa définition, de sa mesure, et encore une fois de comment elle va permettre l'application, en tout cas la déclinaison de politiques publiques, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est un agrément qui est nouvellement créé, qui évoluera sûrement par la suite. Je pense qu'il faut vraiment distinguer, comme vous l'avez dit, mesure d'impact social avec son épistémologie scientiste et mesure de l'utilité sociale, comme ça a pu être fait par exemple à travers d'un certain nombre de travaux dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui justement essaient de travailler sur l'utilité sociale à travers la mise en place d'une méthodologie participative et délibérative. Je crois que là, il y a vraiment des choix qui sont décisifs. Et par rapport à ce qui a été dit, je crois que ce qui doit aussi nous interpeller, c'est le fait que dans d'autres pays où il y avait moins d'invalidation du travail social communautaire et collectif, c'est ce travail social-là qui a été à l'origine de l'économie solidaire ou de la nouvelle économie sociale. C'est le cas aux États-Unis et au Québec avec le développement communautaire qui est parti des méthodologies à la Alinsky et qui ensuite a intégré la dimension économique. C'est vrai au Brésil où les premières bases avec lesquelles ont été travaillées les expériences d'économie solidaire, c'est les circuits d'éducation populaire basés sur les méthodologies comme celle de Paulo Freire, et c'est ça, les groupes ecclésiastiques de base, les syndicats et plus tard les universités qui ont constitué la première trame institutionnelle de soutien de l'économie solidaire. Donc je crois que il y a un rapport aussi qui peut être éclairé par un certain nombre de situations qui ne sont pas uniquement françaises. Merci Jean-Louis. Il faut qu'on termine parce qu'on avait dit 2 heures et on est en train de déborder même si on a débuté un petit peu plus tard. Je voudrais remercier bien évidemment Michel et Jean-Louis, mais je voudrais également vous remercier parce que vous avez joué le jeu et vous avez commencé à nous proposer de l'ordre dans un certain nombre de focales et de sujets et de thèmes qu'on voudrait aborder. Pour ce soir, on s'arrête un peu à mi-chemin puisqu'on avait dit que c'était une séance en 2 temps. Le deuxième temps avec Patricia justement et Ducasse et avec Marcel Gégère, jeudi 23 mars, même heure, même salle, même punition, 17h30, 19h30 et j'espère que vous serez tous là parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre en continu et ne pas être uniquement des passagers qui sont dans un bus et qui descendent selon ce qui leur convient. Merci beaucoup et bonne soirée.